On va rentrer directement dans le vif du sujet, mais avant ça, bien évidemment, comme tout bon fan des filles de Kayn, on va attaquer une petite partie de lore. Je vais en foutre de l'or. T'es sérieux? Mais vous faites jamais de l'or? Bon, On dit n'avait pas sur le je sable? voulais juste te coincer. Ah, mais Voilà. si tu veux, j'ai du l'or. 2-0. Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Index Focus en compagnie de... Calédor. T'as pas réfléchi à ton pseudo parce que t'en as pas mal. Hein. Ouais. Rodelac, Calédor, y en a un que je peux pas dire, Ruark. J'ai envie de dire l'innommable en fait. Exactement, donc pour une review d'Author of Kayn, ça fait longtemps que j'ai envie qu'on la fasse. C'est un BT qu'on n'a pas beaucoup vu sur la chaîne d'ailleurs, malheureusement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Oui, c'est vrai qu'en France, en général, quand je fais un tournoi, je suis probablement seul. Effectivement. Donc aujourd'hui, on va traiter des filles de Kayn. On va rentrer directement dans les règles de ce Battle Tome, en commençant par les traits de bataille qui sont au nombre de 2. Le premier, massacre total, qui vous dit que grosso modo, une fois par bataille, par unité, vous allez pouvoir prendre une unité d'infanterie de filles de Kayn qui va pouvoir avoir 2 activations, dont une en Fight Last. Très solide. C'est ça. En fait, ça marche globalement sur toute l'armée, sauf cavalerie, la grosse Moratti et les chaudrons. Donc, il y a le choix. Ouais, c'est pas mal. Et le deuxième, qui est le trait de bataille iconique des Daughters of Kayn, donc qui est les rites de sang. Grosso modo, c'est des bonus cumulatifs que vous allez acquérir au fur et à mesure de la partie. Le premier +1 à la course, donc c'est round 1, round 2. Le premier +1 à la course, le deuxième +1 à la charge, le troisième +1 à la touche, le quatrième +1 à la blesse, le cinquième +1 au nombre d'attaques. C'est ça. Des armes de mêlée. C'est ça. On a un peu de tir, mais bon, c'est pas celui-là qui va faire la différence. Là, juste comme ça, avant de rentrer en détail dans l'armée, on va dire que Games Workshop nous spoil un peu l'armée parce que là, on voit où, on va dire, l'armée pêche. Parce que elle a pas mal d'attaques. Bon, sinon, elle tape classiquement comme tout le monde, donc on a besoin de ces bonus en Daughter of Kayn. Et faut faire avec. Ouais, et la question c'est, est-ce qu'il y a eu des changements notables vis-à-vis des rites de sang? Par rapport à l'E3 ? Ouais. Oui, juste sur le T5, parce que malheureusement l'armée c'est une chips, et en fait, avant sur le T5 on avait la protection à 5, Ouais. Maintenant c'est passé à plus d'une attaque, donc vers la fin on n'a pas beaucoup de gens, on va taper un peu plus pour aller chercher le potentiel table rase qu'on peut avoir. Exactement, donc c'est tout pour les traits de bataille. On attaque tout de suite les sous-allégeances qui sont comme d'habitude au nombre de 4. On commence avec la première, donc le bonus s'appelle vitesse des moirnés. Si le jet de charge non modifié pour unité de Melusai ou de Kinera Yami et 8+, l'unité a frappe en premier jusqu'à la fin du tour. C'est ça. En soi, on va se rendre compte qu'en fait dans l'armée, on a le PC générique pour relancer la charge, et on va avoir un personnage serpent qui va nous permettre en fait de relancer toutes les charges en bulle. Donc il y a moyen de construire un build autour de ça. Ouais, à noter du coup que évidemment, tu me l'as fait remarquer puisque moi, évidemment, je ne lis jamais bien les aptitudes, je les lis en diagonale. Ça ne contrecarre pas l'effet précédent qu'on a vu au niveau des traits de bataille qui vous dit que vous tapez en strike last après avoir fait votre première activation. Donc vous oubliez le strike first into strike first plus strike last qui compense en phase courante, ça ne marche pas, donc vous ne pourrez pas bypass le fait de strike last. Après, à noter quand on ira voir les autres profils, c'est qu'en fait on a quelques itérations de strike last, donc de frappe en dernier, ce qui fait que là, on va avoir une chance de faire un strike first, et on aura quand même une chance de mettre un strike last. On va dire si on coupe la poire en deux, il y a moyen de pouvoir presque tout le temps taper avant son adversaire, et on verra que c'est super important dans l'armée. On verra après. Exactement. On passe à la deuxième, donc patrouille de l'ombre. Choisissez une unité d'infanterie de filles de Kaynami qui n'est pas en mêlée pour qu'elle utilise cette aptitude. Sur un 3+, retirez l'unité du champ de bataille et placez-la à 9 des unités ennemies sur le champ de bataille. Restriction classique. C'est ça. Juste à noter quand même, c'est que si vous loupez votre 3+, vous n'avez pas le droit de bouger. Effectivement, puisque c'est un corps. C'est ça, c'est une base. Après, il n'y a pas écrit aussi que c'est une fois par armée, donc ce qui fait qu'on peut la spam. Donc à voir si Games Workshop dans le futur change ça ou pas, on sait pas. Exactement. On passe à la troisième, acrobatie de gladiatrice, qui vous permet grosso modo, une fois que vous avez chargé, de remplacer un dé par un 4. Seulement pour les elfes. Ouais. Donc globalement dans l'armée, on va retirer donc Moratti, les serpents, et puis on a tout ce qui a deux pattes. Grosso modo. C'est bien parce que ça veut dire que à minima vous allez faire 5 pour la charge.
C'est plutôt ok. J'en suis pas personnellement fan, mais pour ceux qui seraient un peu frileux à la charge, ça peut être un bon bonus. Ouais, c'est un bon bonus d'allégeance, honnêtement, c'est de la fiabilisation. On voit qu'on a aussi d'autres bonus avec les rites de sang, c'est toujours sympathique. On passe au dernier qui est très certainement le meilleur. Une fois par tour, armé à la fin de n'importe quel tour, choisissez comme cible jusqu'à 3 unités d'infanterie ou de machines de guerre de filles de Kainami qui sont en mêlée. Pour chaque cible, faites un mouvement d'engagement, puis sur un de plus avec un des 3, infligez la valeur du dé en blessure mortelle. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu des pestilents, vous? En mieux, parce que nous, ça marche sur toute l'armée, sauf la grosse Moratti et l'avatar. Voilà. Mais non, en soi, on va voir que l'armée bouge extrêmement vite. Et en fait, là, c'est un petit bonus de move supplémentaire qui est plutôt bienvenu. Après, on reste sur les restrictions de si on est engagé avec une unité, on ne peut toujours pas la désengager. Ouais. Mais ça donne du mouvement supplémentaire pour faire quelques petits PV, ça se prend toujours. Et surtout, en fait, se repositionner, pouvoir aller chercher un objectif. Ou tout simplement engager une autre unité parce que vu qu'on est en fin de tour, il peut pas taper l'adversaire. C'est dommage pour lui. Ouais, honnêtement, c'est super balèze. Ça s'utilise, on l'a dit, à la fin de n'importe quel tour. Donc vos tours, tour adverse, c'est honnêtement très solide. On passe tout de suite aux optimisations et on va commencer tout de suite avec les traits héroïques avec la liaison, c'est important. Donc le premier, maîtresse des poisons, à la fin de n'importe quel tour, choisissez comme cible une unité ennemie à laquelle un ou plusieurs dégâts ont été alloués à ce tour par les attaques de mêlée de cette unité jusqu'à la fin de la bataille. Grosso modo, pas de soins et pas de rip-hop de figurines. Bah, en soi, c'est très bien, mais on va se rendre compte qu'en fait, sur la lecture du BT, qu'on ne veut pas rester en mêlée. Ça aurait été très bien sur des armées comme STD. En Daughter of Cain, malheureusement, tu vas peu l'exploiter parce que c'est une armée de chips. Et si tu restes engagé, ça veut dire que tu vas pas pouvoir bouger et pouvoir aller taper autre chose. C'est un problème pour moi. Exactement. On passe au suivant. Fin de n'importe quel tour, soignez 3 si cette unité est en mêlée. On reste sur le même principe que malheureusement l'artefact d'avant. C'est qu'en général, si on se fait taper dessus, en dehors de Moratti, bon, on verra pourquoi. On est mort. Si on se fait taper dessus, en général, on va passer un sale quart d'heure la plupart du temps. Exactement. Le dernier qui est un passif, oratrice zélée. Grosso modo, vous allez rajouter 3 dés sur les jets de ralliement pour les unités entièrement à 12. Bah, celui-là, il était déjà en V3 dans une autre règle. Ça reste très bien parce qu'on va le voir sur la suite. En dehors des cavaliers, toutes les autres unités, c'est 1 PV ou 2 PV. Le fait de rajouter 3 dés et le fait d'avoir un musicien, tu jettes 10 dés pour 1 PV ou 9 dés pour 2 PV. Vous allez remonter les figurines, vous inquiétez pas, c'est très bien. Ouais, honnêtement, c'est super balèze. Une bulle comme ça de rallye entièrement à 12, c'est beaucoup de fiabilisation, même sur les petits héros aussi d'ailleurs. Hein. Ça te permet de remonter stat 1 PV et demi supplémentaire. Honnêtement, c'est très sympa. On attaque tout de suite les artefacts de pouvoir, les dons de Moratti. Donc, une fois par bataille à votre phase de héros, choisissez un prêtre des filles de Kainami entièrement à 12 de cette unité. Donnez à l'unité des 6 points de rituel. Bah, écoutez, franchement, ça c'est pour moi la pépite. Ouais. Tout le monde la trouve peut-être moyenne ou peut-être un peu moins bien ou assez osef. En soi, non, parce qu'on va se rendre compte que les prières sont ultra... c'est la clé de voûte de l'armée par rapport à l'invocation ou par rapport au bonus de prière. Et le fait de donner D6, c'est potentiellement en fait aller gagner un tour sur la prière quand on va les cast. Après, faites pas l'idiotie que j'ai faite, c'est-à-dire de donner des 6 et puis aller chercher un autre point de rituel parce que vous allez faire votre meilleur 1 de votre vie et vous allez perdre votre D6 gratuit comme ça. Exactement. On passe au deuxième, couronne de douleur, soustrayez 2 au score de contrôle des unités ennemies tant qu'elles sont à 9. Bon, assez générique. Assez générique. Voilà. À noter quand même que, en tout cas, il me semble que sur les moutures qu'on commence à voir de Daughter of Cain, on a quand même du peuple. Vraiment du peuple. Vous allez voir, la saturation, c'est quand même, hormis Moratti, tu me dis, ça sature pas mal. Ouais. C'est un petit peu le maître mot de l'armée. Il y a des BT dans lesquels ça aurait été meilleur, parce que être à 2 près, ça peut arriver dans pas mal de BT. Dans celui-ci, je pense que c'est un petit peu moins le cas. Il y a quand même une synergie qu'on peut aller chercher, notamment avec Cretusa, qui va justement déjà baisser le score contrôle, en plus rajouter ça. Après, une fois de plus, on va le dire souvent, je pense, dans la vidéo, on a une armée de chips qui bouge vite, et en général, quand on va tomber sur quelque chose, c'est pour le tuer et pas pour rester engagé. Et là, cet artefact te dit que bah, les unités qui sont autour de toi, que tu aurais pu aller chercher à ce tour-là, bah, tu vas descendre leur score contrôle. Mais par contre, au prochain tour, bah, c'est eux qui te tombent dessus. Exactement. C'est cher payé. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être pas forcément incroyable, surtout quand on voit le premier avec les points de rituel. Le dernier, une fois par bataille à votre phase de mouvement, grosso modo, c'est une TP pour une unité qui n'est pas en mêlée. C'est ça. Alors, on bouge vite dans l'armée. On va voir tout à l'heure, on a plein de TP potentiels pendant le déploiement ou pendant la partie.
C'est pas celui sur lequel je vais aller. C'est le déci rituel me met des yeux comme ça et je reste dessus. Il n'y a rien d'autre. Oubliez. Tu sais que je l'aurais bien pris, hein, c'était déçu. Là. Le TP? Ouais. Oui. Mais en fait, justement, l'armée te propose déjà plein de TP. Toi, hein. C'est vrai. On attaque tout de suite le domaine de sorts, le domaine des ombres avec 3 sorts, on va pas se mentir, qui sont d'emblée très bons. Avec des valeurs de caste pas si simples. Ça va. Mais un bon domaine de magie. On commence avec le premier, Destrier d'ombre. Grosso modo, choisissez un sorcier des filles de Kainami pour lancer ce sort. On pique une unité amie visible entièrement à 12. La cible peut utiliser des aptitudes de charge à ce tour, même si elle a utilisé une aptitude de course au même tour. Oui, c'est très bien. On est une armée elfique, donc une armée elfique, ça bouge de 6 minimum. En plus, on a des serpents qui bougent de 8. Là, on peut target n'importe qui. Morati à tout hasard. Ouais. Course et charge, c'est très bon. À noter, petit truc sympathique aussi, c'est que du coup, si on caste au tour adverse, on peut aussi potentiellement faire un redeploy contre charge ou ce genre de blague, quoi. Oui, ça vaut très cher. Après, je pense que vous allez moyennement le faire parce que on va voir la suite des sorts. Il y en a qui rigolent bien. Exactement. À noter quand même que c'est le sort illimité du BT, donc avoir des courses et charges sur pas mal d'unités, c'est quand même assez colossal. Surtout quand on a des fight class, d'ailleurs. On passe au deuxième, Feu Maudit. Vous allez piquer une unité ennemie qui est à 12. Si l'unité a moins de 10 figurines D3 BM, entre 10 et 19 D6 BM. Si elle a 20 figurines ou plus, 6 BM. Bah, clairement, le sort, il est là pour aller aligner quelques petits dégâts avant de commencer à taper ou pendant le tour adverse, histoire de finir quelque chose. C'est toujours bon à prendre un sort de blast comme ça. Ouais, c'est clair, 6 BM dans de la horde, ça se prend toujours. Et on passe au dernier, le Mind Razor, le rasoir mental qui est absolument colossal. Donc, c'est très simple. Grosso modo, vous prenez une unité amie visible entièrement à 12, plus 1 à la perforation d'armure. Et si cette unité a chargé, plus 1 dégâts. À noter que ça marche jusqu'au prochain tour. C'est ça. C'était pas assez fort non. Pour le tour courant. Après, en soi, c'est un cast à 8. Bon, Morati, elle a été un peu upgrade, elle a plus 1 pour cast. Le reste de l'armée, non, heureusement, on a casse au sorcier. Mais sinon, oui, en soi, c'est probablement un des meilleurs sorts du jeu. Parce que si vous avez réussi à le cast, ça veut dire que l'adversaire doit faire un jet minimum de 9, parce que vu que c'est 8. Donc, il y a peu de chances qu'il aille, comment dire, le dispel. Il n'y a plus de bonus au dispel maintenant Exactement. sur le jeu. Enfin, quasiment plus. Et derrière, vous cumulez des bonus qui sont monstrueux. Là, ça aurait été un 8 pour faire des 3 BM. Ouais, ça aurait été très cher payé. Mais là, si vous réussissez à le lancer, vous allez voir votre adversaire commencer à avoir une petite sueur là. Parce que n'importe quelle unité qui le prend, ça double son DPS. Ouais, honnêtement, c'est absolument colossal, même sur la Shadow Queen, hein, c'est colossal. Sur des unités de saturation, comme tu l'as dit, ça double DPS. Bref, c'est un sort qui a toujours été très bon. Autant dire qu'il est excellent. Il est quand même dur à caster, mais quand il est casté, vous avez vraiment d'énormément de chance en fait de le garder. Et c'est ça qui est cool. Nous passons maintenant au domaine de prière. On va commencer avec la première prière, Sacre de sang, qui est peut-être la meilleure, je pense. Oui, voilà. Valeur de lancement de 5, vous prenez une unité amie d'Author of Kain entièrement à 12. Vous allez ajouter 1 au numéro du rune qu'on va prendre en compte sur le tableau des rites de sang. Et si c'était un cast à 10 ou plus, vous comptez comme étant au 5e rune de bataille pour les rites de sang. C'est ça. Alors, c'est une valeur de casse de 5. On va se dire tout de suite, ah là là, c'est compliqué. Moins des 6. T1, on n'en a jamais besoin parce que c'est assez rare que le mec vous rentre dedans. Vous avez probablement une des meilleures pièces qui empêche ça, qui s'appelle Morati. Mais au-delà de ça, c'est que T1, on lui va probablement pas l'avoir. Donc, vous allez stacker vos dés de rituel. Et on a vu qu'on a un artef qui va nous permettre d'en aller chercher un deuxième. T2, normalement, si le mec est un peu trop agressif, hop, vous le mettez sur une unité. En rappel, plus une attaque, plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Vous lui rentrez dedans, vous vaporisez tout ce qui bouge. C'est clair. Donc honnêtement, ça paraît juste extrêmement fort. Oui. Ouais. On passe à la deuxième, Sacrifice du martyr, valeur de lancement de 4. Grosso modo, ça va vous transformer une unité entièrement à 12 comme étant un zombie. À chaque fois que vous allez avoir une perte, 5 plus, une blessure mortelle avec l'unité avec laquelle vous êtes engagé, corps à corps, machin. Si vous faites 8 ou plus, vous pouvez jeter 2 dés. C'est ça. Alors c'est pas mauvais, pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, on a une armée de chips, on a beaucoup de figurines. Donc si on se fait vraiment casser la tête, il y a quand même moyen de pouvoir infliger un bon paquet de blessures mortelles. Il y a des match-ups où c'est chouette. C'est ça, en fait, là, pour le coup, il porte vraiment le nom de martyr. C'est une bombe vivante. Je mets ce sort-là, je l'envoie, on va voir que l'armée se sature plutôt bien. S'il y a un petit Mind Razor en plus, on prend. Ça sature plutôt bien. Et en fait, c'est que vous allez pouvoir attaquer, derrière prendre des dégâts, en remettre des dégâts, et comme on l'a vu tout à l'heure avec la Subfaction, rajouter des dégâts en plus. Ouais, en plus, on l'a pas dit, mais c'est jusqu'au début de notre prochain tour. C'est ça. Donc ça permet même d'être un buff
qu'on va claquer au tour offensif, qui en fait va juste être dissuasif pour l'adversaire au moment où il va vouloir y aller, si c'est à lui de jouer derrière. Après, ça c'est un peu moins à revoir parce que comme on a une range de 3, ça veut dire qu'on va avoir une figurine qui sera à 0,5 de soi et puis tout le reste qui sera à 3, ce qui fait qu'on aura juste la frontline qui va pouvoir exploser dans notre adversaire. Ça peut en fait justement persuader l'adversaire de pas trop s'approcher. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même pas mauvais. On passe à la dernière. Couvent du cœur de feu, valeur de lancement de 4. Grosso modo, vous ignorez les modificateurs négatifs au score de contrôle pour la cible entièrement à 12. Si on a fait 8 ou plus, on rajoute 5 à l'OC. Écoute, actuellement sur la trentaine de parties que j'ai faites, je l'ai lancé une fois parce que j'avais besoin du plus 5. Non, mais ça reste un outil qu'on a en poche et une fois de plus, on est in chips. La plupart du temps, on n'aura pas tant que ça de figurines sur la table. Le plus 5, il peut être bienvenu parce que c'est mathématique. C'est que l'adversaire, on voit qu'il a 5 figurines. Nous aussi, hop, plus 5, c'est bon. C'est ça. Donc franchement, un très bon domaine de prière qui se paye le luxe d'avoir peut-être la meilleure prière en unlimited. Donc ça se prend. On passe maintenant à Morathi, l'emblématique figurine de Star Daughter of Kain. On va faire en même temps Morathi Kain et la Shadow Queen. Donc double châssis pour 760 points. Les points de vie de la petite, je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire. Donc c'est 6 PV, 6 de move, save à 5, 2 d'OC. Pour la grande, c'est 12 points de vie, 12 de move, 4 de sauvegarde, 10 de score de contrôle. Au niveau des aptitudes, on va commencer d'abord avec Morathi Kain. Donc au niveau du corps à corps, c'est 5 attaques en 3-4, moins de 2, donc ça cogne correctement. Elle transfère les points de vie qu'elle subit sur la Shadow Queen, donc c'est classique. De la même manière qu'avant, elles ont toutes les deux aussi une Ward à 6. Elle a gagné un petit plus 1 au cast. Et elle a son sort de War Scroll, donc le sort signature qui maintenant est le Mirror Dance, donc grosso modo valeur de lancement de 7. Vous inversez les positions. Alors il y a une petite restriction sur le fait qu'on met un token au niveau du centre du socle et il faut que le token soit recouvert lorsqu'on intervertit, en respectant les restrictions de départ d'engagement. Ça veut dire que si on n'était pas engagé avec l'une, on ne peut pas engager une autre unité avec l'autre. Donc ça c'est côté Morathi Kain. Et côté Shadow Queen, on a la même restriction de ne pas pouvoir subir plus de 3 PV par phase. Et un petit rampage qui s'utilise une fois par tour pour l'armée. De plus des 3 blessures mortelles. Et on rajoute plus une attaque aux unités de Kinerai et de Melusai entièrement à 12. Je pense que ça vaut le coup quand même de donner un petit peu ses profils. Donc au niveau du tir, c'est une attaque à 12 de range en 2-2, moins 3 des 6. Et attention, la mêlée, ça rigole pas. Donc 8 attaques en 3-3, moins 2-3, 2 des 6 attaques en 4-4 dégâts 1. Et une attaque de queue en 3-3, moins 2 dégâts flat 6. Oui. Alors, pour rester dans l'ordre, donc Morathi, ça reste un wizard de niveau 3. Ouais. Donc 3 cases, 3 dispels à plus 1, ça se prend. C'est enfin une déesse. Elle l'attendait depuis un moment, elle l'a maintenant. À préciser que toute l'armée d'ailleurs a une Ward à 6. Ouais. On ne l'a pas dit. Voilà. Et en soi, pour rester vite fait sur Morathi Kain, donc la petite, on n'oublie pas les 2 sorts vraiment supra importants de l'armée. Donc la course de charge et le Mind Razor. Ah, le plus un cast, il fait vraiment très plaisir. Et pour la grosse Morathi, à noter, c'est que c'est un monstre, mais qui n'a pas de profil dégressif. Elle tapera toujours autant qu'il reste 1 PV ou 12. Ouais. Puis il s'avère qu'elle tape pas trop mal, surtout sur Mind Razor, quoi. Même sans Mind Razor. C'est vrai. Même sans Mind Razor. Mais il paraît que sur Mind Razor, elle peut tuer 20 Blue Letter d'un coup. Presque, 16. Ou 3. Ou 3. Ou 3, ça dépend. Mais sinon, oui, non. À comparer très rapidement, on reste sur un même châssis que la V3, si ce n'est qu'elle a gagné le crit mortal. C'est-à-dire que si vous avez un tout petit peu de chance, vous mettez déjà des dégâts dans la tête de votre adversaire. Ça le vole, ça bouge vite. On n'oublie pas que ça peut courir charger. On n'oublie pas, pareil, qu'avec les prières, on peut aller chercher le plus 1 hit, plus 1 wound assez facilement. Et aussi, à préciser sur la petite Morathi, elle est War Master. Ça veut dire que la petite Morathi, c'est dans votre armée, est forcément générale. Et la grosse doit forcément aller dans son bataillon. Et on a une jolie honor guard qui nous dit plus 1 hit, plus 1 wound contre les unités générales adverses. Et au pire, s'il n'y en a pas, on va aller chercher justement, vu que Morathi va toujours aller charger, on va aller chercher le plus 1 rend contre ce qui est à peu près aux globalités dans l'armée adverse. Et là, on a un autre profil. On passe à Ren-3, Ren-1 et Ren-3 sur les gros dégâts. Ouais. On rajoute Mind Razor, Ren-4, Ren-2 et Ren-4. Ouais, honnêtement, alors moi, c'est un châssis que j'aime beaucoup. Je trouve que alors, c'est un War Scroll qui est souvent décrié dans la mesure où souvent les joueurs, enfin pas mal de joueurs doc qui disent ça coûte trop cher, etc. C'est quand même une sacrée boîte à outils. Maintenant, je pense que c'est un War Scroll qui est relativement dur à maîtriser dans le sens où c'est un super outil défensif. Je trouve qu'en V4, c'est encore plus qu'avant un super outil offensif. La perf -3, dégâts 4, elle est quand même meilleure en V4 qu'en V3, on va pas se mentir. Il y a moins d'unités sur table,
Donc nécessairement, elle va impacter une plus grande portion de l'armée. Je la trouve extrêmement intéressante dans cette mouture. Et Oui. en plus, elle se paye le luxe de synergiser de fou avec les prières, les spells. Et le plus 1 au cast, il met super bien, quoi. C'est ça. Bah, c'est totalement ça. Et surtout, le Mirror Dance, on le sous-estime. Avant, il y avait besoin d'une certaine portée, donc elle pouvait ne pas être trop loin. Là, vous pouvez être à l'autre bout de la table. Admettons T1 sur un coin de table pour ne pas permettre à l'adversaire de faire les coins de table. Et hop, pendant le tour adverse, vous inversez leur position. Ouais. Et là, ils se retrouvent avec la grosse ou la petite Moratis, suivant là où Ouais. vous voulez le mettre. C'est juste génial. C'est clair. Donc honnêtement, un War Scroll que dire, moi j'aime beaucoup. J'ai du mal à considérer des listes doc pour l'instant sans. Je sais pas ce Oui. que tu en penses. Alors, honnêtement, j'ai essayé sans, mais on se retrouve vite avec le gros défaut de l'armée, qui est le côté chips. Et là, elle perd pas plus de 3 PV. Alors, elle aurait très bien pu ne pas avoir de save, pas de ward. Ah, Juste à cause de cette règle, ça vous donne en fait la tempo. de la tempo, parce qu'on l'a vu, comme on a dit, c'est qu'on va aller chercher les bonus de l'armée, donc T3, T4. Et bah, sur ces deux profils-là, vous êtes sûr de tenir quoi qu'il arrive 2 tours et de tenir un Deux peu la rondes. dragée haute à votre Ah, adversaire. ah, c'est clair. Donc honnêtement, très bon châssis. C'est un châssis qui était bon. Je le trouve encore meilleur maintenant. On attaque maintenant Kretusa, donc qui est un prêtre de niveau 1 pour 190 points, 12 de move, 6 points de vie, save à 5, 2 de score de contrôle, un profil de close, c'est pas pour ça qu'on le prend. Une fois par tour, à n'importe quelle phase de héros, vous pouvez, si elle est à portée d'unité de chaudron de sang, on peut prendre 18 unités d'infanterie de Terror of Cain entièrement à 18, et on jette un dé. Sur un de plus, on va prendre un des effets suivants. Le premier, jusqu'au début de votre prochain tour, les unités ennemies ne peuvent pas utiliser d'ordre tant qu'elles sont en mêlée avec la cible. Le deuxième, la cible peut utiliser l'aptitude Normal Move, mais elle compte comme ayant couru. Et le dernier, jusqu'à la fin du tour, tant que la cible conteste un objectif, soustrayez 10 au score de contrôle des unités ennemies qui contestent aussi l'objectif, sauf si elles sont héros ou monstres. Et enfin, elle a une prière, donc valeur de lancement de 4. Donc on prend une unité ennemie à 18, si on a fait 8 ou plus au cast, on jette un D6, sinon c'est un D3, on inflige autant de blessures mortelles, et si c'est plus que la caractéristique de point de vie de la cible, -1 à la touche, jusqu'au début de notre prochain tour. Oui. Alors, elle a des ailes, des grandes ailes, mais malheureusement, elle ne peut pas faire de l'ombre aux autres prêtres. C'est juste que, du coup, 190 points, elle vaut ses points, je dis pas. Pour moi, c'est qu'elle vous force donc à avoir un chaudron à côté, sinon il y a la moitié de ses capas qui ne s'activent pas, qui s'activent sur un 2+. C'est très bien dans cette version de 2+. Mais c'est juste que le reste, pour moi, est un peu anti-synergique. Donc, on va pouvoir faire bouger une unité en face de héros, elle est considérée comme ayant couru. Ça veut dire qu'on peut synergiser avec le sort pour aller chercher donc, la course et charge. Donc là, on est sur un prêtre à 190 points, un chaudron et un autre sorcier minimum. Ouais. Donc, et sachant que derrière, c'est pareil, c'est sur des jets de dés successifs, ça rend la chose très variable, du coup très instable. Et je trouve que c'est un peu anti-synergique justement par rapport à l'armée où on va avoir plein de choses possibles sur la table. Ouais, surtout que mine de rien, si on part du principe que dans tous les builds on rentre une Morathi Shadow Queen, ça veut dire qu'on démarre avec 760 points de moins. Si on se permet de prendre un héros à 200 points, c'est peut-être pour un petit peu plus que ça, et pas pour se rajouter des contraintes de type chaudron et compagnie, quoi. Ah oui, donc ça veut dire que là, juste pour rentrer créer tout ça et le chaudron plus Morathi, bah c'est bien, vous allez avoir 20 Witch Elf à côté. Exactement. On attaque maintenant le Shrine, donc c'est un châssis qui est un sorcier de niveau 1, 6 de move, 12 points de vie, save à 4, 5 de score de contrôle, un profil de close tout à fait respectable, mais c'est pas le centre de l'intérêt. Un profil de tir à 12 pouces qui touche à 2+, vous allez comprendre pourquoi c'est assez intéressant. Une aptitude en face de héros, on peut prendre 3 unités ennemies à 9 et leur mettre des 3 blessures mortelles sur un 2+. Elle a une autre capacité qui est en gros de dire que si elle a chargé, elle met des BM d'impact, et son aptitude phare qui est un passif. Si elle a réussi à toucher une unité avec son regard incarnat, on va jeter autant de dés que, grosso modo, c'est un anti-horde à 5+, sur la cible sur laquelle on vient de tirer. En soi, c'est bien sur le papier. Elle vaut un petit peu cher. Ça reste un sorcier sur l'armée. Et on a vu que le domaine de magie était plutôt pas mal. Save à 4, à noter, parce que pareil, sur l'armée, on reste fragile. C'est la meilleure save qu'on a, donc c'est la meilleure save du jeu. Mais sinon, en soi, malheureusement, en fait, il y a beaucoup trop de concurrence pour ce profil-là. On aura plus tendance éventuellement à aller chercher la petite sorcière, si ce n'est qu'on a déjà Morathi en wizard de niveau 3. On va dire qu'elle se trouve entre deux tableaux dans une armée qui coûte cher. Ouais, dans le sens où finalement son profil de close n'est pas forcément incroyable, elle n'est Non. pas infanterie, elle bénéficie pas des bonus, et mine de rien, alors son passif est bon, hein, le lenti-horde c'est toujours bon, maintenant on va la prendre quasiment exclusivement que pour ça, on n'oublie pas que maintenant les renforcements doubles c'est terminé, donc en fait vous allez déjà dépendre des match-ups pour la rentabiliser, ce qu'on n'aime pas spécialement.
Voilà. Et en plus de ça, ce ne sera pas utile à toutes les parties. Donc, si vraiment c'est son aptitude phare, peut-être pas forcément ce vers quoi on va se diriger de manière prioritaire, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on va le voir plus tard, c'est que l'armée a beaucoup d'outils déjà pour déblayer tout ce qui est horde. On n'en a pas vraiment besoin. On attaque maintenant les petits serpents avec la fer-écaille Mélusaille. Donc en français, la Mélusaille, Iron Scale, j'ai inversé, je voulais dire en anglais. Donc 8 de move, 6 points de vie, save à 5, 2 de score de contrôle, 2 tirs portée 12 en 3-3 moins 1 des 3, un profil de close respectable avec 6 attaques en 3-4 moins 1, 2, crit mortel. Faut toujours penser que quand on réfléchit d'Author of Cain, faut souvent rajouter plus un touche, voire plus un bless. C'est relativement important, voire plus un dégât, voire plus une attaque. Bref, vous avez compris. Elle a une aptitude assez classique d'équivalent de garde. Grosso modo, une fois qu'elle a tapé, elle peut faire taper une unité de Mélusaille à côté d'elle en lui mettant cette fois-ci plus une attaque. C'est quand même extrêmement bon. Et surtout, elle a un passif qui est hyper intéressant pour les unités de Mélusaille entièrement à 12. Elle offre purement et simplement une relance des charges. C'est ça. Bon, c'est un peu dommage que Moratti soit pas Mélusaille, mais c'est pas grave. Elle a d'autres bonus. Non, en soi, blague à part, c'est que... 160 points. C'est ça, 100 points. Cette capacité, elle synergise plutôt bien avec la sous-faction qu'on a vue tout à l'heure, qui disait que si on chargeait à 8+, on était en strike first. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir aller chercher ce 8+, plus facilement. Ça permet d'économiser des CP et on a une première vue sur les serpents et les serpents bougent de 8, ce qui est très rapide. Et en plus, la reroll des charges qui fait qu'on a une projection plutôt pas mal. Ouais. Et comme tu l'as dit, il faut toujours penser au plus un hit, plus un wound. Bon, malheureusement, sur elle, on mettra rarement la prière. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut vraiment qu'elle attende ses tours. Ouais. Peut-être ça arrivera trop tard. Mais sinon, oui, le reste au global, 12, c'est très grand comme portée. C'est ça, grosso modo, même sans utiliser son aptitude de garde du corps, entre guillemets, avoir une reroll des charges entièrement à 12. Je veux dire, il y a des BT où typiquement les artos, c'est des plus 1. En fait, là, avoir un passif qui t'offre ça, qui en plus synergise avec une allégeance, c'est War Scroll qui est intrinsèquement bon, quoi. C'est ça. On n'oublie pas le plus 1 charge, donc on est vraiment sur 2-2-6, relançable plus 1. On peut aller vraiment très loin. Non, elle est très bien. Je pense qu'elle peut aller dans pas mal de builds. Le plus 1 attaque, il est plutôt gadget parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre la charge de ces serpents plus elle à peu près engagée avec la même unité. En général, les serpents, si vous envoyez quelque chose avec les docks, c'est que vous allez déblayer ce qu'il y a en face. Je suis pas sûr que vous avez réellement besoin de ce plus 1 attaque, si ce n'est que elle peut garder sa bulle. Et on n'oublie pas que ça marche, donc c'est un effet passif, ça marche à toutes les phases de charge. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez 2 CP de côté, l'adversaire se dira toujours il a 2 CP, contre-charge relançable. C'est fort. Voilà. Ouais, c'est très fort. On enchaîne maintenant sur les reines matriarches. On va commencer avec celle sur Chaudron de sang. Donc, à noter déjà, c'est un prêtre de niveau 1, 6 de move, 12 points de vie, save à 4, 5 de score de contrôle, 6 tirs, portée 10 en 3-3, moins 1 dégât 1, des profils de close qui sont assez solides, mine de rien, avec l'avatar qui envoie 5 parpaings en 3-3, moins 2, dégâts flat 3. Au niveau de ses passifs, donc quand même pas mauvais, en tout cas quand on lit le War Scroll intrinsèquement, indépendamment de la manière dont se joue l'armée, vous allez rajouter 1 au jet de sauvegarde pour les unités d'infanterie d'Author of Cain entièrement à 9 et plus 1 pour les prêtres d'Author of Cain entièrement à 9 sur leur jet d'hésitation. Elle a des BM d'impact et elle a une aptitude un petit peu à la manière du Chaos Sorcerer Lord dans Slave to Darkness. À n'importe quelle phase de héros, vous allez prendre une unité d'Author of Cain entièrement à 12 sur un 3+, Ward à 5 jusqu'à la fin du tour. Bah, pour le coup, là, le profil est vraiment très bon. Malheureusement, il va être en compétition avec celui de Moratti, ça fait beaucoup de points à mettre pour des héros. Mais avoir un plus 1 save dans une armée de chips, ça se prend toujours. Le plus 1 en prière, c'est génial. On l'a vu tout à l'heure, on a un domaine de prière qui est excellentissime. Et pouvoir stacker des points aussi facilement. Ça envoie du parpaing, comme tu as dit, avec l'avatar. Ça rajoute du tanking via le Witchbrew pour avoir la ward à 5, plus un save. Le profil, pour moi, il compile vraiment tout ce dont l'armée a besoin. Mais malheureusement, en fait, il vaut 350 points. Pour moi, il vaut ses points. Mais à côté, comme on a dit, on a déjà une Moratti qui coûte 760. Il y a 1100 points de héros. C'est beaucoup trop. Et du coup, la question, c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on regarde que de manière récurrente, finalement, il y a des châssis qui sont intéressants. Est-ce qu'il n'y a pas des builds où on peut faire sans Moratti pour pouvoir aller chercher des synergies? On l'a vu avec les Mélusa, il a avec le chaudron de sang, etc. Bah, en soi, le problème, là, si on regarde juste le chaudron, c'est qu'il nous demande d'être entièrement paqué, un 9 pas autour de lui pour avoir des bonus. On est dans une armée qui, est, du coup, reste assez fragile, donc ce qui fait que forcément, on va éviter d'être paqué. Parce que qui dit paqué dit qu'on va se faire engager sur plusieurs fronts facilement et sur plusieurs unités, alors qu'on va être un peu spread. Donc le problème, je dirais que sur une autre armée, ça aurait été génial. Chez les docks,
Ah, en STD, en Stormcast, ça aurait été fou. C'est vrai que c'est une armée. C'est vrai qu'au final, c'est une armée de mouvement. Mais en fait, si tu bouges pas et que tu restes entièrement à 9, ça me fait un petit peu penser alors peut-être en moins grave, mais à des builds type Neferata, où finalement, même si elle avance, c'est une bulle qui est encore plus restrictive. Et en fait, quand tu as des Blood Knight, est-ce que tu as vraiment envie de rester entièrement à 6 d'elle? Si jamais elle loupe sa charge, elle a quand même un gros socle à faire passer, etc. C'est des War Scrolls qui sont intrinsèquement bons, mais qui sont compliqués à faire synergiser dans l'archétype de l'armée, quoi. C'est ça, c'est que tu as raison. C'est que en plus derrière, en fait, certes, ça synergise la save dont on manque cruellement, mais à côté, quand on se dit qu'on a une profil de figurine qui est mortel et qui tient 2 rounds, bah, Ouais. il est là le tanking. C'est ça, exactement. On va passer directement à la Hag Queen. Donc, grosso modo, le châssis piéton, c'est au niveau des aptitudes. Elle a simplement gardé le brouet de sang, qui est l'aptitude qu'on vous a dite précédemment avec une ward à 5 pour le tour. Et au niveau du profil de corps à corps, elle a 4 attaques en 3-4, -1-2 en crit mortel. Qu'est-ce que tu penses de cette petite Hag Queen? Alors pour moi, justement, elle est auto-include malheureusement, parce qu'on a vu que le domaine de prière est excellent. On a 3 prêtres dans l'armée, en comptant les multi-profils avec les chaudrons ou sans chaudron. Donc on a 3 prêtres, Cretusa, elle et la Slaughter Queen. Bon, on va jouer entre elle, ça va jouer entre les deux, voire prendre les deux. Ouais. Et ça rajoute une ward à 5 à toutes les phases de héros sur une unité pendant ce tour-là, ce qui fait que ça donne du tanking supplémentaire dont on a besoin. C'est pour ça que pour le coup, le chaudron pallier, on va dire, devant ça, c'est parce qu'il a gardé le Witch Brew. Ouais, c'est clair. Honnêtement, juste un très bon châssis. Et On va passer de suite à la Bloodrak Medusa, donc, qui est un sorcier de niveau 1, 8 de move, 6 points de vie, save à 5, 2 de score de contrôle. Le tir, donc on vous a expliqué précédemment, donc le regard incarnat. Au niveau du close, 5 attaques en 3-4, -1-2. Par contre, elle, son aptitude de faire taper une unité dans la foulée, c'est comme l'autre, donc elle peut faire taper une unité de Melusa et qui est à portée de mêlée d'elle dans la foulée, mais sans bonus. C'est ça. C'est un sorcier, on reste dans un domaine de magie très bon. On peut l'ajouter à Morati, ça dépend des builds. Est-ce que vous voulez vous orienter plus prière, plus magie, pour avoir une deuxième... Plus Morati. Exactement. Donc, on a déjà Morati qui va lancer le sort pour la course et charge. On va avoir la Méduse qui est en dehors du shrine, le deuxième sorcier de l'armée, qui va pouvoir le faire sur notre unité. Donc ça dépend du build que vous voulez faire, soit plus côté prière en mettant un peu plus de prêtre, soit plus magie. Elle est ok. On passe tout de suite à l'avatar, appelé la machine à peindre. Donc c'est un monstre, 6 de move, 7 points de vie, save à 3. C'est pas mal dans l'armée. 2 de score de contrôle, un tir, donc portée 10, 6 attaques en 3-3, -1, un tir en mêlée. Au niveau du close, la même chose que quand il est sur le chaudron. Donc 5 attaques en 3-3, -2-3. Et une aptitude, une fois qu'il a chargé sur un 2+, des 3 blessures mortelles, doublée si on a chargé un monstre. Bah, là, comme ça, son profil est bien. Il n'y a rien à dire. Malheureusement, c'est qu'à côté, il y a mieux. Et quitte à prendre un avatar et on a déjà un prêtre, hop, fusion Dragon Ball Z, ça devient un chaudron. On prend toujours le chaudron. On passe tout de suite à la Slaughter Queen sur chaudron de sang. Donc un prêtre de niveau 1 machine de guerre, c'est le même châssis que l'autre chaudron de sang. Au niveau des armes de tir et de mêlée, c'est exactement la même chose. De la même manière, le passif Hôtel de Kane qui file un +1 au jet de récitation et également sur la sauvegarde, donc assez sympathique. DBM d'impact, et par contre sa petite spécificité qui est donc la même pour la Reine du Massacre à pied, qui est de dire qu'à n'importe quelle phase de mêlée une fois par tour, vous prenez une unité d'infanterie elfe entièrement à 12 sur un 3+, plus une attaque sur les armes de mêlée jusqu'à la fin du tour. Ça m'a l'air monstrueux. C'est très bien. En fait, en dehors d'un build entièrement serpent, c'est que quoi qu'il arrive, si vous avez juste un pack de 20 infanterie elfe, vous la mettez automatiquement, c'est plus une attaque. C'est beaucoup. Et vu que c'est une aptitude One Spartan Army, c'est-à-dire que vous pouvez le faire qu'une seule fois, quel que soit le nombre de slaughters que vous avez, et que sur le profil d'avant qu'on avait vu, la Hag Queen, pareil, c'est One Spartan Army, ça veut dire que quel que soit le nombre de Hag Queen, on peut faire qu'un seul Witch Brew. Hop, bon bah, une Hag Queen, une Slaughter Queen, les deux sont prêtres et peuvent lancer les mêmes prières. Elles ont à peu près le même profil, sauf qu'il y en a une qui va suivre du coup l'unité d'infanterie elfe, et l'autre va suivre à peu près ce qu'elle veut. C'est ça. Donc honnêtement, c'est des très bons, encore plus dans leur version piétonne, hein, qui vous permettent de rentrer plus d'unités elfes, donc des furies, ce genre de choses. C'est quand même des très bons héros de buff pour les unités de ligne, enfin en tout cas les unités non-héros côté doc, quoi. C'est ça. On est soumis au jet de dés, mais en soi, ça reste quand même quelque chose d'assez stable, vu qu'on va pouvoir jeter un dé en fait à chaque phase de combat ou de héros.
À un moment, on ne l'aura pas et on l'aurait voulu, mais inversement, la plupart du temps, on l'aura quand on le voudra et ça fait la différence. C'est clair. On enchaîne tout de suite avec la grande gladiatrice à prononcer exactement dans cet ordre-là. Donc un héros d'infanterie, 6 de move, 5 points de vie, save à 5, 2 de score de contrôle, 6 attaques en 3-4, moins 1-2. Et elle a une aptitude, si elle est en mêlée, elle peut choisir une unité d'Author of Kane, infanterie entièrement à 12. Sur un de plus, elle va avoir plus 1 à la perforation d'armure. Et une fois par partie, à n'importe quelle phase de mêlée, elle prend un héros avec lequel elle est engagée et jette 2d6. Si elle fait plus que la caractéristique de points de vie, elle le mange. Bah, comme tu le dis, elle le mange, ça c'est plutôt pas mal. Ça peut faire, C'est dissuasif, en ça fait. peut faire pas mal, ça peut faire peur à pas mal de choses. Tout ce qui a 11 PV ou moins a un petit peu peur. La perfo, on va le voir, est ultra importante. On en a besoin parce que tout ce qui est Witch et Slaughter, donc c'est les seuls qui peuvent être target par cette ability, bah, elles ont au mieux perf moins 1, Ouais. voire moins 2 si on va chercher le Mind Mind Razor. Razor. Ça fait beaucoup de si. Après, malheureusement, elle rentre en compétition avec les autres héros de l'armée. Elle a besoin de certaines conditions pareilles pour trigger ses abilities. Elles sont bonnes les habilités, mais est-ce qu'on les veut absolument dans l'armée pour 100 points? Je suis un peu moyen sûr de ça. Ouais. On a donc fini des héros, on passe maintenant aux unités non-héros et on va commencer tout de suite avec les Doomfire Warlock, autrement appelés les conjurateurs du feu maudit en françois. Donc 14 de move, 3 points de vie, save à 5, 1 de score de contrôle, sorcier de niveau 1. Je sais pas trop d'où ça sort. Oui. Ils avaient quand même avant un blast comme ça qui était assez rigolo. Au niveau du profil de tir, c'est assez anecdotique. Au niveau du profil de close, ça tartine pas non plus super fort. Et ils ont un passif qui s'appelle contournement, grosso modo, qui dit que si vous faites un redéploiement, c'est forcément au moins 4. Oui, alors, ça bouge vite, c'est très bien. Ça a 3 PV, CF5. Ouais. C'est 15 PV, CF5. Et c'est, comme tu l'as dit, Wizard 1. Ça veut dire que ça, on va pouvoir avoir des bulles de course et charge au global dans l'armée qui est énorme. Ouais. Mind Razor, toujours dans la poche. Bon, ça reste un cast à 8. Si on n'a plus Morati, ça peut toujours le faire avec elle. Donc, c'est une unité écran. C'est une unité qui bouge. C'est une unité qui va faire des batailles tactiques. Ouais, C'est une unité Wizard. c'est une unité de bord de table. Franchement, c'est très bien. Je dirais pas que c'est auto-include, mais ça s'envisage grandement pour beaucoup de listes. Ouais, c'est un vrai choix, hein. Alors, on n'a pas encore vu les Kinerai, mais typiquement, c'est vrai qu'il peut y avoir des débats entre eux sur des unités un petit peu satellites. Mais en fait, aller chercher ça, parce que ça a quand même l'énorme avantage d'être sorcier. Il y a des battles tactiques aussi qui vous demandent potentiellement de ne pas avoir été setup. Donc, les Kinerai, elles ont besoin de 2 tours en général pour faire le décor et la battle tactique qui est là. C'est une vraie bonne alternative à typiquement tout ce qui est Kinerai et ce genre de choses. C'est ça. En fait, on a vraiment notre unité qui va se balader. Et en plus, on l'a vu, nos sorts sont vraiment très importants. Sans même qu'ils les lancent, on peut justement prendre cette unité-là pour, par exemple, faire des banishes Ouais. sur les endless spells ennemis et laisser quand même Morati faire ses spells tranquillement. On passe maintenant à l'unité qui a terrorisé la V2, on va pas se mentir, notamment avec certaines personnes de peu de foi qui ont joué 120, n'est-ce pas? Les Sisters of Slaughter, donc les sorts du massacre. 6 de move, 6 de sauvegarde, 1 point de vie, 1 de score de contrôle, 3 attaques en 3-4, pas de reine, dégâts 1, anti-infanterie plus impair, et une capacité qui remplace un petit peu le peeling de 6 à 6 qu'elles avaient à l'époque, il y a bien longtemps, qui les rendait un petit peu exceptionnelles, qui est maintenant de dire qu'à la phase de mêlée adverse, elles peuvent faire un mouvement de 3 pouces qui leur permet aussi, si elles veulent, d'engager des unités ennemies. C'est ça. Certes, ça a changé en termes de gameplay. On voit bien l'armée chips arriver quand même, hein. Ça va 6. Mais sinon, au global, en fait, on peut faire pas mal de petits tricks de mouvement avec cette unité. Vu qu'on peut se déplacer qu'à l'ennemi à combat phase, là, ça veut dire que l'adversaire a déjà fait tous ses mouvements, Ouais. ses charges. Donc, on a ce petit mouvement de 3, sachant que qu'on soit engagé ou pas, on fait n'importe le mouvement qu'on veut. Ça veut dire que si l'ennemi n'a pas chargé, vous êtes quand même engagé, hop, je recule de 3 pas, tu ne peux plus me taper. C'est une armée chips. Ouais. Non, c'est vrai qu'en plus, alors mine de rien, on l'a pas dit, mais c'est le mot-clé elfe, donc toutes les unités. De toute façon, on l'a vu hein, sur tous les War Scrolls de héros qu'on a vu de synergie, si vous êtes elfe, infanterie, grosso modo, vous prenez à peu près tous les buffs de l'armée. Ouais. On n'oublie pas, c'est quand même moins 1 perf contre l'infanterie. Ça peut passer moins de perf dégâts 2 avec un Mind Razor. Ça peut se prendre un course et charge. Et on l'a dit aussi précédemment, mais avoir des espèces de mouvements hors phase, c'est toujours excellent. Donc là, avoir des mouvements en phase de mêlée adverse, on n'oublie pas la sous-allégeance qui vous permet aussi d'avoir des mouvements à la fin de chaque tour. En fait, vous allez vraiment pouvoir vous positionner un petit peu comme vous voulez et ça va être, je pense, assez tricky à jouer. C'est ça. Et en termes de synergie, un peu moins tricky du coup. Ouais. Faut pas oublier qu'on a notre prière si on fait passer l'unité sur l'équivalent du T5, elle a plus une attaque, en plus 1, donc elle a 4 attaques.
Et on a la Slaughter Queen sur un 3+, qui lui redonne un +1 attaque. 5 attaques par tête. En Vous en avez 2-3. 20. Ouais. C'est du socle de 25. Les 20 vont attaquer, c'est pas un problème. Et en plus, derrière, vous avez le mouvement en phase de combat ennemi. Ça veut dire que vous allez pouvoir bouger de 6 avec le pile-in. Ouais. Donc là, 100 patates dans la tête de quelqu'un à ce profil-là, je peux vous dire que même si la personne est en save à 3+, elle va sentir quelques PV partir. C'est clair. Puis on imagine, hein, même sans rentrer dans les pires synergies de la Terre, mais tu te prends un petit Mind Resort à charger. Oh. Bah, tu as quand même 100 patates en 2-3, moins 2-2. Bon, bah, ça détend quand même pas mal de monde, quoi. Oui, clairement. On passe maintenant à la version alternative, donc les mêmes avec des boucliers, enfin pas des boucliers, des rondages tranchantes. Vous allez comprendre pourquoi elles sont tranchantes. Grosso modo, même châssis d'attaque. Elles ont une attaque en moins par contre, elles ont une sauvegarde à 5. Elles filent en moins en touche pour les unités qui tapent dessus au corps à corps et elles ont un passif à chaque fois qu'elles vont faire un jet de sauvegarde non modifié de 6. Elles renvoient une blessure mortelle à l'unité attaquante. C'est bien. C'est bien, c'est que ça va permettre, justement, comme on a dit, l'armée a besoin de tempo. Donc on a Moratti qui est mortel. Et elle, entre le -1 pour être hit, et en plus les PV que ça met, je rappelle que même si vous n'en reste qu'une seule vivante et que l'adversaire vous fait 20 jets de sauvegarde, vous faites les 20. Et pour chaque 6, c'est une BM. Ouais, donc il y a quand même des synergies à aller chercher qui sont quand même sympathiques. On peut passer relativement facilement en save à 4, ward à 5, -1 pour être touché. Ça ne se sort pas automatiquement. Il faut insister vraiment sur le fait qu'en V4, les PC coûtent très cher. Les +1 à la save, c'est pas automatique. Donc les les +1 à la touche, c'est pas automatique. Donc les -1 à la touche sont relativement durs à compenser. On attaque tout de suite les profils de Fury. Donc grosso modo, profil de Fury offensif et défensif. Petit souci quand même sur le profil de Fury défensif qu'on voit. C'est exactement le même que les profils des Sisters of Slaughter, sauf que elles ont une capacité en moins qu'elles -1 touche. Elles valent exactement le même prix. Donc a priori, ça fait partie des unités qui sont strictement moins bonnes. Bon, du coup, pas très intéressant. Elles ont le profil d'armes qui diffère légèrement, mais vu qu'on les veut pour la def et que l'autre est meilleur en def, ouais, ça se réfléchit pas. Exactement, et surtout qu'en plus, je veux dire, grosso modo, tu vas quand même souvent toucher à 2. Ouais. Donc avoir des bonus sur des 6 à la touche, c'est bien, hein, mais c'est pas pour ça qu'on va aller le chercher. Par contre, pour les furies offensives, au niveau du châssis, ça ressemble au châssis des Sisters of Slaughter offensives, donc 6 de move, 6 de sauvegarde, un point de vie endossé, 3 attaques en 3-4, pas de reine des gains, crit de bless auto, et surtout un passif lorsqu'elles ont chargé, elles vont avoir +1 à la perfo pour le tour. Oui. Alors, par rapport au Slaughter avec la double arme, la question se pose réellement. C'est que les Slaughter, elles ont vraiment la performance que contre l'infanterie. Elle, c'est quand elle charge, et comme elle expliquait, on va dire en termes de gameplay, vous aurez tendance toujours à charger vos adversaires, parce que si vous faites charger, c'est vous qui allez être déblayé. Donc, ce qui fait que techniquement, vous allez toujours avoir le perf-1, comme on a dit tout à l'heure, Main Razor, pouf, Reine-2 juste à la charge, pas besoin que l'unité en face soit infanterie. La question se pose, est-ce qu'on veut le mouvement en phase de combat? Est-ce qu'on veut la charge? La crit auto-wound, elle est bien pour le début de game parce qu'on reste quand même sur 3+, 4+. Et faire des 6, ça permet de sauter un peu le 4+ de blessure. Les deux unités ont leur rôle. Il y a quand même une différence de coût en points qui fait que il y a des builds, on va plus aller sur les Witch parce qu'elles coûtent moins cher pour pouvoir rentrer d'autres choses, ou vers les Slaughter pour justement avoir beaucoup plus de projection via le move. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des synergies relativement intéressantes entre les deux unités dans le sens où, mine de rien, quand on a la capacité de faire des peel-in en phase adverse, en fait, c'est aussi un moyen de se prémunir d'autres charges pour un petit peu plus tard. Donc, ça veut dire fiabiliser ces charges potentiellement au tour suivant ou ce genre de choses. Donc, on n'est pas forcément dans une optique de dire on va jouer que des Furies ou que des Sisters. Il y a quand même un équilibre assez sympa entre les deux War Scrolls. Qui en plus, on va pas se mentir, ça va dépendre aussi de ce vers quoi se tourne le méta. Effectivement, si on part sur des grosses hordes, beaucoup d'infanterie, on va peut-être un petit peu plus se pencher côté Sister. Maintenant, c'est deux profils qui sont quand même assez complémentaires. On a donc terminé des petits elfes. On va attaquer maintenant la partie Mélusaille en commençant par les rôdeuses de sang. Donc, c'est les serpentines de tir. Donc, 8 de mouvement, 2 points de vie, save à 5, 1 de score de contrôle. Au niveau du tir, 3 attaques portée 18 en 3-4, reine -1 des gains en crit de bless auto, des attaques de close, donc 2 attaques en 3-4, pas de reine des gains, et surtout une aptitude à votre phase de tir. Si cette unité n'a pas utilisé d'aptitude de mouvement à ce tour et n'a pas été setup, les attaques de tir vont faire des bless auto sur du 5+ non modifié au lieu du 6+. Franchement, c'est une très bonne unité de tir. Il n'y a rien à dire. C'est de parler un peu plus fort. Ouais. Voilà. Franchement, c'est une très bonne unité de tir. Le seul point négatif, il faut toujours un quand même. Le seul point négatif, c'est que toute notre synergie d'armée, que ce soit les battle traits, les sorts, tout, c'est de la mêlée. Tourne autour de la mêlée. Sachant que même le spell qui nous permet de courir et charger ne permet pas de courir et tirer.
Donc, c'est une très bonne unité de tir. On peut en prendre 5, 10 pour un peu déblayer des écrans ou des unités qui tiennent des objectifs sur le côté. Mais malheureusement, elle ne profitera pas de synergie de l'armée. Est-ce qu'on la veut dans l'armée? Je ne sais pas. En tout cas, moi, sur mon gameplay, pas trop. On attaque maintenant la version corps à corps. Donc les sœurs de sang, 8 de move, save à 5, 2 points de vie, 1 de score de contrôle. Au niveau du close, 2 attaques en 3-4, reine -1, dégâts de crit mortel et une aptitude à n'importe quelle phase de mêlée qui est hyper violente. Choisissez une unité ennemie en mêlée avec cette unité comme cible. On jette un dé. Si on fait plus que la caractéristique de points de vie de l'unité, elle a Fight Last. Bah, très bien. C'est une unité qui profite de toutes les synergies de l'armée. Ouais. Elle bouge vite, elle peut courir, peut charger, a des bonus sur le hit, le wound, sur le nombre d'attaques. Quand on a crit mortel, plus on jette 2 dés, plus on va faire des dégâts. C'est dégâts 2. Du coup, c'est qu'elle va pouvoir profiter justement de la sous-allégeance qui donne Strike First. C'est qu'on va tenter la charge à 8, on n'a pas réussi, c'est pas grave, j'ai toujours ma tentative de Strike Last via mon jet de dés. Ouais, et honnêtement, c'est vrai que c'est une unité qu'on a envie de jouer un petit peu potentiellement à la fois en MSU pour faire proc le malus, parce qu'en fait c'est n'importe quelle phase de mêlée et c'est pas once per turn army. Donc en fait on a envie de le faire proc un maximum de fois. En même temps il y a moyen d'aller foutre des sacrées synergies là-dessus, offensives, qui donnent aussi envie de jouer des gros packs. Donc peut-être que la vérité est un petit peu entre les deux, à savoir aller jouer des unités de 5 qui vont babysit potentiellement des packs de Fury, des packs de Sister, et une unité qu'on va utiliser un petit peu en enclume en fait, enfin pour donner des bonus pour rendre l'unité un petit peu enclume, et un gros marteau. C'est ça. En soi, on a vu que les Fury et les Slaughter avaient beaucoup d'attaques, pas beaucoup de reines, ce qui fait que tout ce qui est unité qui a peu de save et qui est très nombreuse, on va pouvoir les déblayer. Et qui dit unité nombreuse dit faible PV. Et hop, on a cette capacité avec une unité qui est à côté. Donc les 40 ghouls qui se prennent un strike last, on a les Slaughter. Sur un de plus. C'est ça, sur un de plus. Et les Blood Sisters qui vont pouvoir aller attaquer en premier. Et hop, c'est réglé. Et pareil pour la cavalerie qui ont globalement 3 PV. Quand vous faites charger, l'adversaire va toujours réfléchir à se dire sur un 4+, je suis en strike last. Ouais. Ça peut être un peu ennuyant. Ouais, honnêtement, c'est une très bonne unité à la fois de synergie et à la fois de gros marteau. On enchaîne avec les profils de Kinerai. On va commencer tout de suite avec les Kinerai de tir, donc les étripeuses. 12 de move, 2 points de vie, save à 5, 1 de score de contrôle, 2 attaques portée 12 en 3-4, -1, 1 crit de blesse auto. Une attaque de corps à corps que je ne vous ferai pas l'affront de vous lire. C'est une unité qui peut être déployée en réserve et setup à notre phase de mouvement avec les restrictions habituelles. Et elle a une capacité, une fois qu'elle a tiré, elle peut faire un mouvement de D6, mais ne peut pas engager en mêlée. Comme pour les serpents de tir, ça se prend le tir, c'est un bon bonus. Ouais. Mais sinon, le fait d'être setup n'importe où pendant la bataille, ça donne plus de projection. Ouais. Ça bouge de 12. Et petite astuce, petite astuce si on a lu les règles. Petite astuce, c'est on fait notre mouvement de redéploiement pour un CP. On a le droit d'utiliser Covering Fire pour un autre CP. On tire et on rebouge de D6 pendant le tour adverse. Ça veut dire que si l'adversaire est devant vous, vous bougez de 2 D6. Ouais. C'est plutôt pas mal. Mais sinon, en soi, rien que parce que ça bouge de 12, ça a 2 PV et ça TP, c'est très bien. Ouais, c'est un très bon score de battle, c'est un très bon score de battle tactique. Que dire, c'est juste bon. Il va y avoir un choix entre guillemets entre eux et les Doomfire Warlock, parce qu'on va pas pouvoir jouer trop de ces unités, mais c'est des unités qui sont importantes, dans le sens où on va avoir quand même un gros bunker central avec les Morathi, les unités de Fury et de Sister of Slaughter. On a besoin de ces petites unités pour aller scorer les battles tactiques un petit peu en périphérie. On fait dans la foulée les Kinerai de corps à corps, donc c'est exactement le même châssis au niveau des attaques, 2 attaques en 3-4 N-1 dégâts en crit de blesse auto, et elles ont la capacité, une fois qu'elles ont tapé, de faire un mouvement de D6. Oui. Donc de pouvoir désengager. Il ne faut pas oublier que cette unité peut avoir un strike first. Les serpents peuvent donner un strike last. Ce qui fait que si vous synergisez, vous avez un peu les planètes, techniquement l'adversaire, vous allez pouvoir le taper et repartir. On finit les unités de ce Battle Tome avec les Shadow Stalker. 6 de move, 5 de sauvegarde, 1 point de vie, 1 de score de contrôle, un tir en 3-3, -1, un profil de corps à corps avec 2 attaques en 3-4, pas de reine des gains, mais surtout une aptitude monstrueuse qui vous dit qu'à votre phase de mouvement, sans restriction supplémentaire, vous pouvez retirer cette unité du champ de bataille et la replacer à 9 des unités ennemies. Et oui, actuellement, avec la Morathi, pour moi, cette unité est un peu la deuxième unité, un peu auto-include, parce que, en fait, justement, même si elle est engagée, elle va pouvoir se TP. Donc, elle peut faire office d'écran, elle peut faire office d'unité qui va se placer sur un objet et qui va repartir ailleurs. Et surtout, en fait, c'est que l'adversaire va toujours avoir ça en tête de se dire, il peut se TP à toutes ces phases de mouvement. Ça veut dire, je quitte l'objet, il sera tué. Honnêtement,
Bah, c'est juste très bon, hein. On le voit typiquement avec des Battletomes comme Nighthaunt, etc. Si vous avez la possibilité, alors Nighthaunt, j'en parle même pas parce qu'il n'y a même pas de restriction de notre tour, mais quand vous avez la possibilité de vous TP et de vous barrer des corps à corps aussi simplement que ça, en fait, c'est juste excellent. C'est sûr qu'avec les battles tactiques actuels qu'on a côté order et générique, bah, en fait, il y a moyen d'aller récupérer beaucoup de points via cette unité. Honnêtement, c'est juste très fort, quoi. On attaque maintenant le domaine de manifestation qui sont au nombre de 3. On va commencer tout de suite avec la Vipère, donc valeur de lancement de 6, 9 de move, 10 points de vie, save à 4, 7 de valeur de banish, 3 attaques en 4-2, moins 1-3, anti-héros plus un perf, crit mortal, et une capacité à n'importe quelle phase de mêlée où il faut choisir un héros infanterie qui est en mêlée avec sa manifestation sur 3+, fight last. Bah, en soi, là, sur ces profils, on se dit, ouais, c'est mais. Par contre, le socle, il est énorme. Ouais. C'est un sort prédateur, c'est-à-dire que les unités ennemies doivent être set-up à plus de 9 pas de vie et peuvent pas rentrer du coup dans ces 3 pas si ce n'est chargé. Et derrière, voilà, il a certes que 3 attaques en 4-2, mais c'est en crit mortal. Si vous arrivez à trigger les 6, là, ça part en petite pelletée de PV. Ouais, c'est clair. Donc en vrai, c'est un vrai anti-héros. Bon, maintenant, je pense que la capacité d'aller foutre un fight last sur 3+, ça va pas être proc très Non. souvent. Maintenant, ça reste quand même du gros multi-dégâts qui peut être un petit peu dissuasif. Voilà. Et 10 PV save à 4. La save à 4 qui est somme toute assez rare en général en un spell. Donc ça reste quand même un gros. Si je ne me trompe pas, il a la taille du socle de Morathi. Ce qui fait que vous créez des petites zones d'interdiction plutôt pas déconnantes et obligez le banish du coup. Ouais. Donc honnêtement, sympathique. On passe à la deuxième, Vent de l'âme. Donc valeur de lancement de 6, 12 de move, save à 6, 7 points de vie, 7 de valeur de banish, 9 attaques en 3-3, moins 1-1. Et si cette manifestation a chargé à ce tour, choisissez comme cible une unité ennemie en mêlée avec elle. Sur un 3+, on va ignorer tous les modificateurs positifs à la sauvegarde. Bah c'est pas mauvais. Bah c'est pas mauvais parce qu'on l'a vu, dans l'armée on a quasiment pas de rend. Pour la proc, il faut aller chercher un Mind Razor, c'est 8. Je sais que c'est beaucoup, on devrait un peu le baisser. Mais sinon en soi, oui, un 3+, juste parce qu'on a chargé, ça peut être très bien. C'est qu'on va l'invoquer, on va tenter la charge T1, ça passe, tant mieux. Ah, il y a Morathi qui est à côté, t'as pas le droit à ta save, je suis Radement 2, voire Radement 3. C'est super balèze, hein. En fait, Génial. En réalité, c'est quasiment un +1 à la perfo virtuel quand on passe le 3+, Ouais. sur une grosse enclume, une unité sur laquelle on va avoir la possibilité de foutre un fight last aussi comme on a en doc. C'est franchement très bon. On finit les manifestations avec le cœur de fureur, donc valeur de lancement de 7 cette fois-ci, 7 points de vie, save à 4, 7 de valeur de banish, il ne se déplace pas. Simple, c'est un petit peu comme le Endless Spell Skaven, moins 1 à la blesse pour les unités qui tapent sur des unités d'infanterie d'Author of Cain, entièrement à 12. Alors, qu'est-ce qu'on a en infanterie dans l'armée? En fait, tout le monde sauf la grosse Morathi, Ouais. le chariot et les cavaliers. Ok, donc globalement sur toute l'armée. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a plein de bonus pour aller casse des prières, que ce soit peut-être via un chariot, via un artefact, Ouais. ou en général le T1 on n'en a pas besoin, donc on va essayer de commencer à stocker ses points rituels. Bah là, pour l'adversaire qui devient un peu agressif, hop, je le pop, c'est un socle de 40, portée 12, un peu au milieu de la table, ça couvre à peu près, bon pas totalement la moitié de la table, mais une très grosse zone. Ouais. Une fois de plus, on a une chips. On adore les chips ici. Ça rajoute du tanking. Et un -1 pour blesser, c'est un des meilleurs malus du jeu parce qu'on n'en a pas tant que ça comme Ouais, bonus. puis en plus, tu as du mal à le compenser, hein. Mais typiquement, on l'a vu, quand on commence à jouer des sisters, potentiellement avec shield, et ben, en fait, il va y avoir la possibilité de les coller des -1 touche, -1 bless, des fight last. C'est-à-dire que le mec, alors, et potentiellement des -1 touche, des -1 bless, des fight last, des pas de bonus à la sauvegarde si vraiment on est dans le meilleur des mondes. Honnêtement, toute façon, tous ces sorts persistants et ces malus à la blessure, c'est juste colossal parce qu'en réalité, tu les compenses jamais, quoi. Oui, Voilà. c'est ça. Et surtout, pro tips. Non, en soi, c'est que vous allez toujours l'invoquer pendant le tour adverse. Ce qui fait que vous le faites après qu'il ait casté ses sorts ou dispel les sorts. Ça veut dire que vous êtes en dehors de faire un 1 sur un D6. Mais bon, tout le monde peut faire un effort de faire un 2+. Mais sinon, en soi, en dehors de Jim, sinon, en soi, vous aurez quasiment tout le temps ce malus si vous ordonnez bien vos prières. Ouais. Et oui, vous avez besoin, sachant que ça marche sur la petite Morathi. Il ne faut pas oublier que la petite Morathi est immortelle. Vous pouvez très bien l'envoyer castagner et potentiellement, elle perdrait peut-être pas ses PV face à des petites unités. Ouais, donc honnêtement, une manifestation qui est juste excellente. On en a donc terminé de cette review de Terror of Cain. Mon petit Rodlack, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mouture par rapport à ce que tu connaissais typiquement en V3, toi qui as énormément joué cette armée? On est moins tanky qu'avant. Bon, on n'était pas tant que ça, mais...
Mais par contre, on est un peu plus Glass Cannon et surtout, Moratti a gardé, la grosse Moratti a gardé sa save à 4 et on a vu que maintenant la save à 4 redevient un peu une save intéressante. Il y a beaucoup moins de stacking de save. Je sais que je parle beaucoup de Moratti, mais pour le coup, à mes yeux, sur mes trainings et sur ma projection d'armée, l'armée a été construite autour d'elle. On va pas être aveugle. C'est pour ça que tout le monde autour en fait est extrêmement fragile et a pas beaucoup de perfos. C'est parce qu'en fait, elle le compense. Pour moi, actuellement, c'est que si vous jouez bien Moratti, c'est celle qui va vous permettre de tempo à mort. Et pourquoi tempo? C'est pour les rites de sang, donc avoir les bonus. Et du coup, il y a un jeu intelligent où vous allez plus être en phase de dissuasion jusqu'au T3. Et à partir du T3, là, vous allez unleash vos elfes. Et normalement, si tout se passe bien, si vous ne faites pas que des 1, c'est une armée qui va pouvoir déblayer tout ce qui bouge. C'est vrai que ça fait partie de ces armées qui, mine de rien, ont cette capacité d'avoir une énorme saturation avec des bonnes valeurs de touche, des bonnes valeurs de bless si on avance suffisamment dans la partie, mais qui en plus de ça peuvent se payer le luxe d'avoir et de la perfo et potentiellement du dégât multiple, quoi. C'est ça. Donc, juste le petit piège, il ne faut pas accepter des trades du 1 pour 1 parce que malheureusement, vu que vous avez déjà une grosse figurine qui vaut beaucoup de points, en général, vous allez être un peu en son ombre par rapport à l'adversaire. Ce qui fait qu'il faut vraiment jouer intelligemment pour justement ne pas donner le 1 pour 1, mais plutôt le 1 pour 2. C'est que vous avez largement le temps de trade avec Moratti, que vos adversaires doivent s'en occuper, et pendant que les autres restent au calme au chaud, parce qu'elles n'auront pas le DPS au début. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette review. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez nous soutenir les petits potes, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on vous dit salut, salut!